Bonsoir depuis Israël et bienvenue à ce webinaire spécial Rugissement du lion sans filtre. Merci à tous ceux qui nous rejoignent depuis Israël et à travers les communautés juives du monde entier, ainsi qu'aux journalistes présents de par le monde. Nous sommes heureux de voir des participants se connecter en France, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et beaucoup d'autres endroits. Ce briefing spécial est organisé par le ministère de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme en coopération avec le bureau de presse du gouvernement israélien. Notre objectif ce soir est de fournir des mises à jour claires, factuelles et professionnelles sur l'opération Rugissement du lion et de renforcer le lien entre l'État d'Israël et les communautés juives du monde entier en ce moment particulièrement significatif que nous traversons. Beaucoup d'entre vous, partout dans le monde, suivent attentivement la situation et sont en recherche d'informations fiables ainsi que des éléments de contexte. Ce webinaire a pour objectif de répondre à ce besoin grâce à des intervenants triés sur le volet qui vont partager leur expertise opérationnelle et stratégique. Nous allons entendre un spécialiste sur l'Iran et la sécurité régionale afin de comprendre la stratégie iranienne, ses activités régionales et les enjeux des événements actuels. Un représentant de l'unité du porte-parole de Tsahal nous aidera à mieux appréhender la perspective opérationnelle d'Israël dans le cadre de l'opération Rugissement du lion. Grâce à leurs éclaircissements, nous aurons une vision plus complète de la situation actuelle. Pour commencer, j'ai le plaisir d'inviter notre premier intervenant, le commandant de réserve Alexandre Greenberg. Le commandant Greenberg a servi au département de recherche du renseignement militaire de Tsahal. Il est diplômé de l'Université hébraïque de Jérusalem en études du Moyen-Orient et langue et littérature arabe. Et il est également doctorant en histoire iranienne à l'Université de Tel Aviv. Bonsoir, commandant Greenberg. Bonsoir, Carole. Merci de m'avoir invité. Donc, voilà, donc, vous allez nous faire un point sur la situation en Iran. On vous écoute avec attention et ensuite, je poserai quelques questions qui nous ont été soumises par nos participants. Merci. Alors, je voudrais souligner que mes connaissances de l'Iran proviennent de ma maîtrise de la langue perse, de Farsi, et non de mon service militaire. Donc, je ne divulgue aucun secret d'État. Ce que je dis n'est que ce que je vois sur les réseaux sociaux iraniens, etc. Donc, à commencer, il faut comprendre un peu comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation avec la République islamique. En général, toute l'histoire débute en 1979, c'est-à-dire l'année de la révolution islamique. Et en général, dans tout conflit géopolitique, il existe deux causes réelles, litiges territoriaux différents sur les ressources. La dimension géopolitique réelle est totalement absente dans l'attitude de la République islamique envers Israël. La seule raison de cette guerre est l'idéologie de haine portée par le régime. Il n'existe pas de conflit bilatéral entre l'Iran et Israël, encore moins entre le peuple iranien et le peuple juif. Le régime islamique a initié une agression unilatérale contre le peuple juif et l'État d'Israël dès sa fondation en 1979. Ce qu'on peut voir à droite, voilà, c'est la devise de la République islamique, Marg bar Israël, mort à Israël, et voilà, ces caricatures dont la signification est assez inéquivoque. L'antisémitisme iranien constitue un des piliers fondamentaux de ces régimes. Khomeini, le fondateur de la République islamique, voilà, c'est grand-père barbu à gauche, qui s'est mis à prêcher contre les Juifs et Israël, contre les Juifs aussi, pas contre l'occupation sioniste, parce que c'était déjà en 1963. Et l'antisémitisme iranien est comparable au modèle soviétique, notamment, et il est intégré à l'idéologie islamiste, mais le régime, à l'encontre de l'Union soviétique, le régime iranien prétend
prétend s'opposer au sionisme et pas au judaïsme, mais ces arguments sont purement antisémites. Par exemple, ils disent que non que les juifs contrôlent les médias mondiaux, mais les sionistes. Mais bon, ils sont partout, on a compris. La rhétorique antisémite iranienne est marxiste, c'est-à-dire les juifs ne sont qu'une religion et donc ils n'ont pas droit à en État. C'est exactement l'argument marxiste, pas seulement islamiste. Et la négation de la Shoah est une doctrine officielle de l'État. Voilà, on peut voir la caricature. Et aussi, la République islamique a octroyé l'asile politique, pour ainsi dire, au grand négationniste Roger Garaudy. Et terrorisme et agression internationale, il ne s'agit pas que des paroles, mais bien des attentats et des attaques terroristes contre les Juifs ou les Occidentaux et aussi évidemment contre les Arabes. Depuis 1979, le régime est responsable de multiples atrocités et il s'agit de 2 attaques contre les Juifs de Buenos Aires, contre l'ambassade d'Israël et contre la communauté juive, AMIA, et l'appui constant au Hamas et tous les leaderships iraniens à partir du Rahbar, le suprême guide, a exprimé soutien public au massacre du 7 octobre. Et bien sûr, le régime constitue une menace principale stratégique sur la sécurité d'Israël, c'est-à-dire des milliers de missiles balistiques et aspirations déclarées à l'arme nucléaire. Et il déclare aussi qu'il faut anéantir Israël. Et bien sûr, la diffusion massive des propagandes antisémites et infiltration en Europe, notamment en France. Et en fait, tous les centres culturels iraniens diffusent propagande antisémite. Attente à l'Occident et aux intérêts mondiaux, et Khomeini a désigné l'Amérique comme le grand Satan, aux côtés de petits Satan, Shaitana Bozorg, Shaitana Kouchek, et cible occidentale, assassinat des citoyens américains occidentaux depuis la Révolution. C'est la prise de l'ambassade américaine à Téhéran, contrairement à toutes les normes diplomatiques internationales. Les enlèvements au Liban de très nombreux otages occidentaux et notamment l'attentat de Beyrouth contre les parachutistes français et les Marines américains avec beaucoup de victimes. Et pour le moment, il est bien connu que le régime iranien maintient des contacts de travail avec les réseaux criminels en Amérique latine, en Afrique et en Europe, les réseaux de trafiquants de drogue en France et bien sûr tous les réseaux de Hezbollah en Amérique et en Afrique. Et l'Iran n'a pas d'allié étatique à l'exception de l'Algérie qui est toujours l'allié historique, le seul allié historique de l'Iran depuis la Révolution. Et l'Iran est devenu un régime de répression interne et police politique et gardiens de la révolution qui ne sont pas les protecteurs du système, ils sont le système. Exécution massive des prisonniers politiques, de milliers de prisonniers politiques ont été exécutés dans les années 80 sous l'ordre de Khomeini. Et violation systématique des droits des femmes et voilà les massacres récents des civils en janvier 26. Et finalement, la faillite morale et économique totale de la révolution islamique est devenue complètement banqueroute. Quels sont donc les objectifs de la guerre? Pour Israël, c'est avant tout éliminer la menace existentielle représentée par le régime, en fait, ce régime demeure le seul ennemi stratégique majeur d'Israël. Il n'y a pas d'autre. Et pour les États-Unis, supprimer la menace permanente sur leurs intérêts et stabiliser la région en éliminant les principaux vecteurs du terrorisme et d'instabilité mondiale et régionale. Et en général, il faut mentionner aussi l'importance du réalisme stratégique. Contrairement aux interventions en Irak, en Afghanistan, cette campagne repose sur des intérêts vitaux américains et l'objectif est le retour de l'Iran à son état prévolutionnaire,
non hostile. Et pour le devenir, l'Iran n'a pas besoin de devenir en Israël ou une France. Il s'agit d'avoir une situation qu'on a déjà connue, mais ce serait le but idéal. Pour le moment, le but principal et la raison des guerres, c'est l'élimination de ces menaces stratégiques. Voilà, on peut voir la caricature iranienne qui dit voilà, il faut jeter les oppresseurs, l'Israël est oppresseur, dans la poubelle de l'histoire. Et le déroulement des opérations militaires. Tsahal et les forces américaines frappent de cibles stratégiques selon un plan précis. D'abord, ce sont capacités nucléaires, destruction des capacités nucléaires et de l'arsenal de missiles balistiques. Et ici, on peut voir sur la photo la destruction dans lance-missiles par une frappe aérienne. Et cadre des régimes, il faut anéantir le régime et ses sbires, aussi élimination des cadres, direction politique de la révolution. Cela ne va pas résoudre complètement le problème, mais personne ne dit que dès qu'on élimine le leadership iranien, il n'y aura plus de problème, mais cela décroît leur capacité de nuisance. Et finalement, les infrastructures militaires frappent sur les zones de rassemblement, par exemple les stades qui servent comme zone de rassemblement pour les unités de Basij, et coupure de ressources énergétiques et financières, parce que le régime a ses propres ressources pétrolières, financières, et même aussi l'Internet, tandis que tout l'Iran est bloqué, et le Pasdaran ont l'accès à l'Internet. Et analyse et perspective, le régime a perdu toute légitimité. Une majorité d'Iraniens soutient paradoxalement cette intervention contre leur pays, contre leur gouvernement, et ce n'est pas tellement paradoxal, mais plutôt logique. On peut voir ici à gauche des Iraniens qui expriment leur joie parce qu'encore une infrastructure militaire a été frappée. Et le régime, en dépit de sa tyrannie et ses oppressions, torture, souffre de faiblesses structurelles qui ne lui permet pas de faire face à de livrer un vrai combat contre une vraie armée. Et le régime fonctionne comme une mafia. Cela veut dire que privé de ses proxys de missiles, l'Iran reste une puissance conventionnelle très faible, et parce ils agissent comme une mafia, comme un cartel, ils ne planifient jamais en long terme, et donc ils jouent, les enjeux sont très hauts, et ils risquent de perdre tout avec ce qu'ils font. Et finalement, oui, l'après-guerre et l'avenir de l'Iran sera décidé uniquement par les Iraniens eux-mêmes, mais Israël et les États-Unis agissent et travaillent pour créer ces conditions. Mais c'est le peuple iranien qui va décider son sort. En général, je voudrais rappeler quelques principes stratégiques finaux qui sont très souvent, malheureusement, oubliés dans la grande presse. La stratégie, ce n'est pas une science exacte, et ce n'est pas non plus une gestion c'est plutôt une gestion de l'incertitude. Ce n'est jamais en plan de travail ou business plan. Donc, c'est normal. Les conseils ou les notions de victoire ou de changement de régime sont historiques et sujets à interprétation. Donc, il ne s'agit jamais d'une formule mathématique objective que tout le monde comprend de la même façon. Donc, tout dépend d'une interprétation, etc. La peur d'une situation future pire, c'est-à-dire on ne sait pas ce que va advenir en Iran, ne doit pas paralyser l'action présente, simplement parce que maintenant, suite à ces massacres des civils, on a du mal à imaginer quelque chose de pire que ces régimes, aussi économiquement parlant. Et en général, quand on se demande quelle est la finalité de guerre, Trump ou Netanyahu n'ont pas de plan. Donc, selon toutes les bases de l'art militaire, toutes les finalités de guerre ne sont jamais rendues publiques en aucun pays. Et voilà, donc j'arrive à la fin de ma représentation. Je voudrais dire que
cette lutte, ce combat contre ce régime tyrannique n'est pas seulement militaire stricto sensu, mais aussi reflète un aspect spirituel de la lutte contre la tyrannie qui est symbolique parce que la tyrannie iranienne est la pire profanation du nom de Dieu, parce que le nom du Tout-Puissant est lié à l'oppression, misogynie, torture, et rien ne peut être plus symbolique que ça, que nous sommes la veille de la fête juive de Pessah, qui symbolise l'exode, l'appel divin à la liberté, à la dignité, et c'est pour ça que ces combats se déroulent. On peut voir à droite. C'est l'accomplissement de la guerre juive pour l'indépendance, la dignité et la vie normale, liot am chofshi be'artzenu, être une nation libre dans notre pays. Au milieu, nous voyons la devise de la protestation iranienne il y a quelques années, Zan, Zendegi, Azadi, femme, vie, liberté. Et à gauche, on peut voir une caricature iranienne qui précédait même la guerre des Juins. La République islamique est représentée comme un petit dinosaure qui se détériore. Voilà, c'est un Tyrannosaurus quand il est vis-à-vis son peuple, et il est un petit dinosaure vis-à-vis Israël. Et voilà, en espérant les bonnes nouvelles et la victoire, on ne fait pas la guerre pour chercher une sortie, mais pour la gagner. Merci, et Toda, c'est pas Gozaram. Merci beaucoup, commandant Greenberg, pour cette vue d'ensemble très intéressante, importante. On va passer à des questions qui nous ont été posées par le public qui est avec nous. Et la première concerne les lignes rouges. Les lignes rouges de l'administration Trump. Est-ce que les États-Unis, quelles seraient ces lignes rouges pour les États-Unis? Et est-ce que les États-Unis iraient jusqu'à déployer des forces terrestres en Iran? Et bon, d'abord, je dois dire que je ne suis pas une mouche sur la muraille de la Chambre ovale, et je ne sais pas quels sont vraiment les détails, mais je dirais qu'aucune ligne rouge n'existe parce que, comme disait Coluche, si je ne me trompe pas, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Donc les Iraniens ont dépassé toutes les lignes rouges. Et je suis sûr que les Américains sont en train d'organiser une action, peut-être une action terrestre limitée dans le but de débloquer les détroits de Hormuz, qui d'ailleurs ne sont pas débloqués officiellement, c'est juste les Iraniens menacent. Mais il faut il faut conduire cette opération limitée pour éviter une crise énergétique plus grave. Et la seule ligne rouge qui existe, c'est que ni Israël ni les États-Unis, évidemment, on ne bombarde pas les Iraniens civils, la population iranienne, parce qu'elle n'a rien à voir avec le régime. Et voilà, c'est ça la ligne rouge. Mais à part ça, il ne s'agit pas de parité entre l'Iran et les armées israéliennes et américaines, parce qu'on est beaucoup plus fort. Oui, l'Iran peut continuer de tirer et lancer le missile, mais quand même les attaques de missiles iraniens sont plus graves pour les pays du Golfe que pour Israël. Alors justement, c'est une autre question qui nous est posée. On s'interroge, c'est une question un petit peu naïve peut-être, mais pourquoi l'Iran attaque-t-il ses voisins comme l'Arabie Saoudite et les Émirats et comment ça affecte aussi les alliances dans la région? Et bon, c'est difficile de trouver une raison décisive pour expliquer l'action iranienne, mais oui, on peut constater qu'ils ont une certaine logique militaire, c'est-à-dire ils attaquent tous les pays voisins dans le but de provoquer une hausse des prix, l'aggraver, l'exacerber pour bousculer les prix, en général pour bousculer l'économie mondiale, pour que tout cela crée une pression sur Trump, mais on n'est pas être sûr qu'il réussisse, je suis sûr qu'il ne réussisse pas, mais en tout état de cause, il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'une crise énergétique, genre la crise de 1973, qui sonnait les glas de 30 glorieuses et était vraiment une vraie catastrophe économique pour l'Europe. Il ne s'agit
pas de cela, et loin s'en faut. Peu importe ce qui advienne, cette crise sera temporelle, mais en effet, pour le réguler ou résoudre, on a besoin d'assistance militaire davantage, moyennant les navires ou quelques d'autres moyens que l'Amérique peut déployer. Pas Israël, évidemment. Vous avez parlé tout à l'heure du peuple iranien. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la carte joker pour Israël et pour les États-Unis? Qu'est-ce qu'on attend finalement de ce peuple iranien? Est-ce qu'il pourrait être finalement la carte maîtresse qui pourrait complètement faire basculer l'Iran finalement? Et oui, c'est une carte maîtresse parce que selon ce qu'on peut voir, cette joie de très nombreux Iraniens qui sont heureux de voir des frappes militaires israéliennes ou américaines sur leur régime. Et cela ne veut pas dire que tous les Iraniens seront amicaux vers Israël, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, que la grande majorité des Iraniens veulent un régime normal, c'est-à-dire qui ne visera pas une confrontation et haine contre Israël et contre l'Amérique. Pour nous, pour Israël en tout cas, et pour l'Amérique aussi, c'est suffit. Il ne s'agit pas d'un rêve imaginaire que l'Iran va devenir une Danemark. Mais quand est-ce que le peuple iranien va pouvoir justement jouer un rôle décisif? Ça dépend, voilà, ça dépend de quelques éléments tactiques sur le terrain, mais j'imagine, selon ce qu'on peut voir, qu'il y a un plan bien prémédité de l'Amérique et aussi d'Israël de préparer des autres étapes de l'action militaire couvertes ou secrètes. Il y a beaucoup de choses qu'en effet, il faut rendre possible la sortie des Iraniens dans les rues. Il faudrait les armer parce que tous les sbires du régime ils sont bien armés. Mais pour le moment aussi, je vois que les messages du gouvernement israélien, moyennant le service de presse militaire en persan, et aussi Trump qui le dit directement sur Twitter, et aussi les Harper Levy, on peut voir une coordination très claire dans ces messages. Ces messages disent que pour le moment, personne ne doit sortir dans la rue. Bon, à cause, parce que c'est dangereux quand même le pays est bombardé et les passes d'armes sont partout. Mais il faut, pour que ce que je dis n'aille pas l'air fantastique, il faut toujours tenir en mémoire que les passes d'armes, oui, ils peuvent tuer, mais ils n'ont aucune capacité militaire réelle, c'est-à-dire ils ne peuvent pas contrôler un terrain, ils ne peuvent pas délivrer un combat. Il s'agit plutôt des unités dispersées. Et le fait, si on peut voir, par exemple, en Iran, que les officiers de Pasdaran et de Basij sont éliminés par des drones, il s'agit de petits drones dont les opérateurs agissent en Iran. Donc, chacun peut arriver à déduire les conclusions opérationnelles et tactiques. Une dernière question, commandant Greenberg. Est-ce que, finalement, le renversement de l'Iran est quelque chose de possible, d'envisageable, est-ce que c'est un objectif réaliste? Et comme je dis, c'est un objectif secondaire, on peut dire que ce serait un bonus à quel on se prépare, oui, mais rien ne peut garantir en effet sa réussite. Mais si cela arrive, ça va basculer positivement tout le balance de pouvoir et de menaces au Proche-Orient, peut-être je dirais dans le monde. Le fait même que ces grands pays, grandes civilisations comptent plus de 90 millions d'habitants adoptent une autre position, serait déjà un grand gain pour l'Iran, pour l'humanité entière. Merci sans parler beaucoup. d'Israël. Merci beaucoup, commandant Greenberg. À bientôt. Merci pour ces éclaircissements. Merci à vous. Merci. On va maintenant accueillir maintenant le colonel Rafovitz qui va nous rejoindre. Bonsoir. Olivier Rafovitz, colonel Rafovitz, on vous connaît partout. Vous êtes là pour répondre très souvent à nos questions. Et on va vous donner la parole pour que vous nous fassiez un débrief de la situation actuelle. On va dire que c'est une situation évolutive chaque jour. Aujourd'hui, où en est-on ?
D'abord, merci de m'inviter dans ce programme. Et il est important, effectivement, d'informer le monde sur ce qui se passe ici. Israël est dans une guerre existentielle. Une guerre existentielle face à un ennemi qui, depuis 47 ans, veut la destruction physique et totale de l'État d'Israël. Il a mis les moyens, il a la volonté idéologique, il a la volonté politique, il a mis en place un appareil de guerre extrêmement important, il a mis en place une industrie militaire extrêmement importante. Il a, dans les dernières années, déjà depuis plus de 20 ans, en secret, en cachette, commencé un programme militaire nucléaire avec la volonté de l'utiliser pour détruire Israël. Dans ce genre de régime, un régime dictatorial de la pire espèce, un régime, on l'a vu en janvier 2026, un régime qui a, en 2-3 jours, assassiné entre 20 et 50 000 personnes, les chiffres ne sont pas très clairs, en tout cas des dizaines de milliers d'Iraniens et d'Iraniennes. Dans ce type de régime, la course à l'obtention de l'arme nucléaire, c'est un moyen central pour sanctuariser le régime. On a des exemples avec la Corée du Nord, par exemple, qui ont obtenu la bombe atomique et qui pensent être des régimes qui vont rester éternellement. Même si ces régimes sont des régimes extrêmement dangereux pour le monde. L'Iran des mollahs, l'Iran des ayatollahs est dans ce type de régime, et donc il faut à tout prix, pour Israël, pour les Américains, pour le monde, éviter, empêcher que ce régime ait la bombe atomique. Maintenant, revenons actuellement à la situation et d'où nous venons en fait. Cette guerre n'a pas commencé le 28 février 2026. Cette guerre a commencé il y a déjà des dizaines d'années, lorsque le régime des mollahs donc, a entrepris cette entreprise militaire en utilisant entre autres des proxies, donc des supplétifs, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, les milices pro-iraniennes en Irak, des cellules dormantes de par le monde, avec encore une fois la volonté de toucher à la fois l'État d'Israël, ses intérêts, mais également des intérêts des communautés juives de par le monde. Nous savons très bien que le Hezbollah a participé dans des pays lointains du Moyen-Orient, comme en Amérique du Sud, à des attentats terrifiants qui ont touché des communautés où il y a eu des centaines de morts. Et l'empreinte de l'Iran est derrière tous ces attentats-là, et nous savons qu'aujourd'hui, il y a encore des menaces très graves provenant du Hezbollah ou de l'appareil d'action externe de la République islamique d'Iran. Maintenant, depuis le 7 octobre 2023, nous sommes, nous, en guerre, et je dirais sans aucune, avec beaucoup d'humilité, mais sans aucune exagération, dans une guerre d'amplitude biblique. Parce que les événements qui se passent, et qui se passent à une vitesse extrêmement rapide, remettent en question le Moyen-Orient, remettent en question l'équilibre ou les déséquilibres pour les rendre différents, et font qu'Israël doit absolument trouver la manière et les moyens de faire face à ces menaces. Ce qui a commencé par un massacre le 7 octobre 2023 par le Hamas, un des bras armés de l'Iran, puisque l'Iran fournit chaque année entre 300 et 500, 600 millions de dollars depuis des années au Hamas pour qu'il s'arme contre Israël. Je rappelle qu'il fournit à peu près 1 milliard de dollars au Hezbollah. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt du renseignement israélien, que ce soit le Mossad ou le renseignement militaire, ce qui se passait à Téhéran et dans ce pays-là. Et nous nous sommes rendus compte que l'Iran, en parallèle du conflit interne qui opposait donc 7 fronts et Israël, l'Iran se préparait à l'obtention entre 9 et 15 bombes atomiques à l'époque de juin 2025. Et en Israël, on a décidé, durant la guerre, qui n'était pas encore terminée avec le Hamas, de passer à une opération, on va dire, préventive pour empêcher l'Iran d'obtenir ces bombes atomiques. Nous savons qu'il a une industrie militaire extrêmement sophistiquée, extrêmement développée, avec des fusées, avec des missiles, on le voit aujourd'hui malheureusement. Et donc cette opération qui a duré 12 jours a été une opération qui a en fait empêché in extremis, et je pèse les mots, in extremis, que l'Iran des mollahs puisse avoir la bombe atomique.
Puis, il y a eu la deuxième phase. Dans cette première phase, juste un mot, dans cette première phase, on a arrêté le processus de production in extremis de la bombe atomique, mais on n'a pas touché au régime, ni au reste des capacités militaires iraniennes, même si les capacités anti-aériennes et des radars et d'autres ont été touchées, mais grosso modo, l'Iran des mollahs n'a pas été touché en son sein, excepté la menace nucléaire immédiate. Je peux me permettre une question sur la menace nucléaire Bien immédiate. On l'a retardée, mais elle existe toujours, puisqu'on parle aujourd'hui de destruction de plusieurs kilos d'uranium enrichi. Je vais y arriver. Donc, il y a une vraie ambivalence. Non, il n'y a pas d'ambivalence. Il y a, vous savez, dans l'action militaire préventive ou de défense ou défensive, il y a ce qui doit être fait maintenant pour éviter le pire. L'Iran des mollahs avec la bombe atomique, c'est sanctuariser, je rappelle, un régime de mort, c'est donner à l'époque au guide suprême Ali Khamenei les moyens d'une politique destructrice de vouloir anéantir l'État d'Israël, et surtout de menacer dans l'immédiat exactement l'État d'Israël, et surtout de dissuader des actions anti-régime au cas où. Puis de juin 2025 juste avant le début de cette campagne, le rugissement du lion, nous avons suivi avec beaucoup, encore une fois, de vigilance le développement de la République iranienne, dans le sens où on a vu qu'ils voulaient reconstruire très rapidement, surtout en fortifiant et en enfouissant ces programmes militaires nucléaires et en tentant d'éparpiller les 450 kilos d'uranium enrichi qui n'avaient pas à l'époque été obtenus ni par les Américains ni par Israël. Donc il fallait agir. Donc maintenant on peut le dire, nous préparions en amont une action pour empêcher une fois pour toutes, je dirais une bonne fois pour toutes, que l'Iran des mollahs ne puisse pas devenir une puissance militaire nucléaire et mettre en danger pas seulement Israël, mais le monde entier. Nous savons également que l'Iran des mollahs a des missiles de longue portée, bien au-delà du Moyen-Orient, qui peuvent également porter, s'il y a cette capacité nucléaire, des charges nucléaires et être un danger pour l'Europe. On a vu des missiles toucher Chypre, la Turquie ou d'autres. On voit cette capacité, cette potentialité. Donc les opérations étaient, entre guillemets, en train de se préparer. Et puis il y a eu cette révolte populaire des Iraniens et des Iraniennes que je voudrais, par votre biais, saluer pour le courage de ces millions d'Iraniennes et d'Iraniens qui sont sortis pour faire face aux gardiens de la Révolution, pour faire face aux Basiji, qui sont une sorte de police politique de la pire espèce, qui ont tué, massacré dans les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Tabriz, des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants, qui ont même été dans les hôpitaux assassiner les manifestants qui étaient traités pour leurs blessures. Ils les ont finis avec des moyens terrifiants dans les hôpitaux. Ils ont assassiné leur propre peuple. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une urgence dans l'action, parce qu'il se passait quelque chose de très grave en Iran et que le régime, en pensant peut-être perdre un contrôle partiel, pouvait accélérer la course vers l'obtention d'une arme nucléaire et devenir encore plus dangereux que ce qu'il était auparavant. Et donc a été lancée l'opération Rugissement du Lion. En coopération totale avec les États-Unis. En coopération totale avec, évidemment, les Américains. D'abord, ça commence au niveau politique, entre la Maison-Blanche, évidemment, et le bureau du Premier ministre en Israël. Puis au niveau militaire, entre CENTCOM, qui est le commandement central américain dans la région, qui inclut également Israël, évidemment, et cette région-là. On a vu l'arrivée progressive d'armadas, donc de forces aéronavales importantes, une menée par le porte-avions géant Abraham Lincoln, puis rejointe par le porte-avions géant, le plus grand au monde, Gerald Ford. Nous parlons d'autres forces qui apparaissent et qui arrivent, entre autres du Japon, une force amphibie de 2200 Marines,
avec une capacité d'agir de la mer vers la terre. Tout cela réuni s'est fait en quelques mois sur fond d'une instabilité grandissante et dangereuse de l'Iran qui mettait en danger le Moyen-Orient et le monde. L'opération qui a lieu actuellement est une opération qui n'est pas encore du tout terminée. Alors on entend tous les jours des analyses d'ici et de là, disant c'est presque fini, c'est presque terminé, encore ci, encore ça. Mais alors, colonel Rafovitz, qu'avons-nous accompli jusqu'à présent? Énormément. Mais, si vous me permettez, nous allons garder et conserver une chose qui est fondamentale dans ce type de campagne et que je pense est fondamentale depuis le 7 octobre, c'est l'humilité dans les acquis, dans les achievements, comme on dit en anglais, et rester extrêmement, je dirais, humble dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que l'Iran des mollahs, c'est 92 millions d'habitants. C'est 1 648 000 km². C'est une puissance militaire de très grande importance. C'est une des plus grandes industries de défense du monde. Ils ont une capacité balistique, on le voit. Donc on a détruit, dans un premier temps, tout ce qui est les communications internes entre les centres de commandement et de contrôle et les forces. Évidemment, la frappe principale qui a éliminé le guide suprême, Ali Khamenei, avec 46 autres dignitaires. Depuis, on a éliminé hier, et on a publié d'ailleurs, les 2 derniers grands chefs du renseignement militaire iranien. Il y en a d'autres, effectivement. On touche graduellement, de plus en plus, les fondements du régime des mollahs, en touchant à la fois les forces de la police politique, j'appelle ça les Bassiges, qui sont 2 millions, 2 millions dans ce pays, et également les gardiens de la Révolution. On touche aussi les radars. Quelque part, je pourrais vous dire, à votre question, je répondrai en une phrase, on a presque rendu l'Iran aveugle. C'est-à-dire que l'Iran, aujourd'hui, ne sait pas encore vraiment ce qui se passe. Elle agit, elle réagit, il y a encore des réactions, on voit des attaques de missiles, beaucoup moins d'ailleurs que ce qui aurait pu être auparavant, puisqu'on a détruit des centaines de launchers, de lanceurs de missiles. Une partie sont sur roues, une autre sont enfouies et sont fixes. On a touché des centaines et des centaines de missiles balistiques, de moyenne, de longue et de longue portée. On a touché depuis quelques jours principalement l'industrie aérospatiale et satellitaire du régime des mollahs. Mais il y a encore d'autres éléments. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là gigantesque, encore une fois, je répète, ce régime, pour se sanctuariser, en pensant que la force et la crainte le feraient rester indéfiniment, a tout fait pour déplacer, pour éparpiller ses armes, ses munitions, ses systèmes d'attaque, pour essayer en fait de compliquer des attaques, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a aussi, si vous me permettez, au-delà de tout cela, une guerre informationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau qu'aujourd'hui, l'Iran des mollahs, avec ses proxies et des alliés, parfois étranges, essaye de vendre, de promouvoir une position du régime des mollahs comme si, en fait, ce qui se passait n'était pas si grave que cela. Donc nous sommes face à un narratif d'un pays qui ment depuis des années, qui mentait depuis des années à l'Agence internationale pour le contrôle de l'énergie atomique, qui mentait au monde entier. C'est un pays qui est un pays voyou. Tout à l'heure, j'entendais le commandant Greenberg. C'est un pays mafieux. Il faut savoir que Ali Khamenei a laissé à ses enfants un petit héritage de près de 200 milliards de dollars. Cet argent, évidemment, a été volé dans les caisses, dans les caisses de leur banque à eux, mais il a été volé au peuple iranien. Et il y a un système, en fait, qui est fondé sur le vol, sur la mort, sur le contrôle du pétrole par les gardiens de la Révolution pour assurer à ce pays-là une sorte de continuation. D'ailleurs, quel est aujourd'hui le but de l'Iran, aujourd'hui des mollahs? C'est pas de gagner. Le but est de rester au pouvoir à tout prix. Ils n'ont aucun problème d'avoir des morts, d'avoir des blessés, d'avoir des destructions. Ils veulent rester à tout prix au pouvoir. On se dit qu'ils sont un peu suicidaires, puisqu'ils savent très bien que la fin est proche, face à une puissance comme les États-Unis, à des alliés qui sont de plus en plus nombreux, à Israël qui est ultra performant. Est-ce qu'à un moment donné,
c'est justement une idéologie religieuse qui a l'air de gouverner plutôt que... parce que concrètement, de manière rationnelle, quelle est l'issue pour eux? L'issue pour eux, encore une fois, je répète, c'est de tout faire pour rester au pouvoir. Et dans ce cadre-là, ils ont compris que dans leur intérêt à eux, pour rester au pouvoir, j'entends, ils sont passés d'une guerre, on va dire, conventionnelle, à surtout une guerre économique sur le pétrole, pour faire pression sur les pays en Europe, les pays du Golfe, évidemment, les Américains, pour qu'il y ait un sursaut d'une opinion publique internationale Elle commence à avoir lieu, d'ailleurs. qui n'aime pas du tout ce régime, Ouais. mais qui ne veut pas payer. Plus cher à la pompe. Et donc, quelque part, la pression qu'ils sont en train de produire est pour eux un élément dans leur stratégie de guerre contre les Américains et contre Israël. Mais vous pensez que ça pourrait être un argument qui stopperait justement l'opération En aucun actuelle? cas. En aucun cas. Ce que je voudrais vous dire, c'est que à ceux qui posent des questions et qui regardent leur montre et qui demandent alors jusqu'à quand, je vais vous répondre officiellement et clairement. Mes chers amis, ceux qui écoutent, Israël n'a pas de chronomètre. Surtout pas face à cette menace existentielle. N'oublions pas que ce pays a une idéologie et un régime qui s'est construit sur la destruction de l'État d'Israël, sur la volonté de détruire Israël. Et donc, il essaye de continuer à agréger des forces autour de lui, comme les Houthis, comme le Hezbollah. Prenons le Hezbollah, si vous me permettez. Oui, parlons-en. Le Hezbollah, qui veut dire en arabe le parti de Dieu, est en fait le parti de Téhéran. C'est un groupe terroriste de la pire espèce qui s'est installé dans l'État libanais, le pays du cèdre, comme un cancer, et il gouverne, non pas officiellement, mais il gouverne de facto ce qui se passe comme un gouvernail de bateau. Il mène le Liban dans des aventures militaires guerrières dramatiques en attaquant Israël au nom de l'intérêt iranien et en aucun cas au nom de l'intérêt libanais. Et les Libanais souffrent de cela. Le paradoxe, c'est que le monde, depuis des années, voit ce cancer, Hezbollah, aussi étant un cancer au sein du Liban, étant une mafia sur la drogue, sur la culture de l'opium, dans la Beka, entre autres, et dans d'autres trafics de par le monde, avec des groupes importants du Hezbollah en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe aussi. Nous voyons cette pieuvre, en tout cas, ces bras de la pieuvre, puisque la tête de la pieuvre est à Téhéran. Nous voyons les bras de la pieuvre continuer à attaquer Israël au nom de l'intérêt iranien contre l'intérêt du Liban. Et aujourd'hui, Israël, attaqué depuis plus de 10 jours maintenant, quotidiennement, par le Hezbollah, dit clairement que ce qui a été auparavant ne sera plus. C'est-à-dire que les rounds, les confrontations qui ont eu lieu de temps à autre, qui sont arrivés à des cessez-le-feu ou à des sortes d'arrêts du conflit sans qu'il y ait une solution au problème, cette situation ne peut en aucun cas continuer. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui au bord d'un changement de stratégie face au Hezbollah qui regarde vers Téhéran et qui voit que Téhéran n'est plus capable de lui envoyer des avions civils en apparence avec des armes et des munitions qui arrivaient à Damas et de Damas à Beyrouth. Il n'y a plus non plus cette alliance avec Bachar el-Assad et le Hezbollah. Il n'y a plus ce même, je dirais, écosystème politico-militaire. Et Israël aujourd'hui doit pour Israël, doit pour les Israéliens, mais doit aussi pour le Liban, et doit pour le monde, changer radicalement les cartes et faire que le Hezbollah disparaisse. Mais est-ce que nous avons la capacité d'agir sur des fronts aussi importants, l'Iran, le Liban, Gaza, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, on en entend beaucoup moins parler. Est-ce que nous avons cette capacité en Israël d'affronter des régimes aussi armés, aussi puissants, aussi organisés dans leur haine contre l'État d'Israël? Tout à l'heure, j'ai dit que nous devions être humbles, vous vous souvenez. Je veux le dire de manière humble. Nous sommes aujourd'hui un petit pays de 10 millions d'habitants, avec une force et une détermination de vie et de vitale et de force militaire
force, je dirais, idéologique, qui fait que le peuple israélien, c'est pas seulement un peuple aujourd'hui qui reçoit des missiles et qui regarde ce qui se passe lorsqu'il y a des attaques et qui rentre dans les abris. C'est un peuple qui soutient son armée, parce que son armée, c'est aussi le peuple d'Israël, et qui comprend que pour l'avenir, pas seulement pour aujourd'hui, pour l'avenir, il faut que des choses se passent en Iran et au Liban. Il faut espérer que des pays en Europe comprennent et acceptent que cette situation est pour nous intolérable. Heureusement, nous avons un allié, je dirais, formidable, un allié qui est avec nous dans une alliance d'acier, d'airain, comme on dit, les États-Unis d'Amérique, un président américain qui est avec nous dans cette optique d'action contre des ennemis qui sont des ennemis également du monde libre. Il faut savoir que ces gens-là veulent la fin du monde libre. Ils veulent mettre la main sur les démocraties, sur l'Occident, le remplacer par quelque chose d'autre, de terrifiant. Et Israël, ce petit pays en taille, ce petit pays en nombre, c'est quelque part David. Vous savez, David, encore une fois, je ne suis pas ni rabbin, ni exégète, mais David s'est battu contre Goliath et il a gagné. Et nous sommes aujourd'hui David. D'ailleurs, nous avons toujours été David. Certains l'ont oublié, mais David a toujours gagné. Et nous voulons revenir à une situation où David ne devrait pas se battre, mais plutôt aller éduquer ses enfants ou développer son pays et faire que la science, la technologie, l'agriculture croissent en Israël et soient partagées avec nos voisins qui nous regardent également avec beaucoup d'intérêt. Mais aujourd'hui, nous sommes malheureusement, à cause de nos ennemis, je parle de l'Iran, du Hezbollah, le Hamas, à l'heure où nous devons nous battre. Et si vous me permettez, on va devoir conclure bientôt. Je conclus. Je voudrais un petit mot sur Gaza. Pardon. Un petit mot sur Gaza. Gaza, c'est la même chose. Où en sommes-nous ? Nous en sommes où nous contrôlons aujourd'hui 54% de la bande de Gaza. Le Hamas est toujours présent. Mais le Hamas comprend qu'aujourd'hui, sa marge de manœuvre est réduite et il doit faire très attention à ses prochains pas. Il est hors de question pour nous, Israéliens, et de ça évidemment, de laisser le Hamas entre 30 et 35 000 personnes armées, toujours présents dans la bande de Gaza. Il va falloir, comme avec le Hezbollah, désarmer le Hamas pour que les Gazaouis puissent vivre normalement et puissent avoir une vie sans guerre et sans conflit. Même chose pour le Liban. Mais tant que le Hamas ne sera pas désarmé, tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé, ce sera le chaos au Liban et le chaos à Gaza. Donc finalement, vous nous dites que avec cette opération, nous aidons finalement les populations iraniennes, libanaises et à terme peut-être gazaouis pour les libérer de cette oppression islamiste et complètement antidémocratique qui règne. Je dis que cette opération, qui est en fait une guerre, est une guerre de libération pour les Iraniens si le peuple iranien, nous espérons en Israël, saura prendre, je dirais, cette situation à bras-le-corps. Ils attendent notre signal pour le faire ? Libérer. Je ne veux pas parler en aucun cas au nom du peuple iranien, mais je pense que c'est un grand peuple, un peuple plurimillénaire avec une histoire extraordinaire, et ce peuple a le droit de vivre libre et de revenir enfin à un régime où on donne le droit aux femmes de parler, de discuter, on donne le droit aux homosexuels d'être libres, on donne le droit aux opposants d'être des opposants libres, et que ce régime de mort cesse. Merci beaucoup, colonel Rafovitz. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants pour ces briefings éclairants. Nous espérons que vous avez reçu les informations et précisions espérées sur l'opération Rugissement du Lion. Nous vous souhaitons une excellente soirée. À très bientôt.